J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous reviendrez toutes les semaines, puisque j'ai décidé qu'en cette période de confinement, il était temps aussi de parler en face à face, de confronter un petit peu non seulement nos vécus, ça c'est important et on le fera. Coucou Ahmed, mais également c'est important aussi de pouvoir entendre parler de santé. House, bienvenue, salut Charbon, merci d'être là. Et donc, voilà, donc tous les dimanches, je vais vous proposer à 17h heure sri-lankaise, parce que comme vous le savez, je suis au Sri Lanka. Oui. Et donc, ce sera 13h30 en Europe, 12h30 plutôt sur le continent africain, selon là où vous vous situez. Et puis, vu que j'aurai aussi des intervenants anglophones, il se peut que cet horaire-là change. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'on va intervenir en français, si les intervenants sont en Europe ou en Afrique, on va garder cet horaire. 12h30 sur le continent africain, 13h30 en Europe. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne et du confinement. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes stories et dans mes posts, vous ne voyez que des brunchs. Eh bien, bon, non seulement je suis folle de brunch, recoucou Gaia Coffee House, mon brunch préféré, vivement que vous rouvriez à Lyon. Donc voilà, donc je fais ce qu'on appelle du jeûne intermittent pour tout un tas de raisons qui sont principalement des raisons de santé. Normalement, je fais ça 1 à 2 fois par semaine quand je suis chez moi à Lyon. Et puis là, avec le confinement et le fait que je ne vais nulle part, j'ai décidé de... Alors, c'est pas un défi que je me suis lancé, mais en tout cas, j'ai décidé de faire de ce jeûne intermittent mon hygiène de vie alimentaire quotidienne. Voilà, aujourd'hui, c'est le docteur Mehdi Mahfouz de Tunis qui se joint à moi pour échanger à ce sujet. Il est médecin généraliste, il est médecin spécialiste de la nutrition et il est également spécialiste du sport. On va attendre qu'il nous rejoigne dans quelques instants, quelques minutes. Il n'est pas loin. Hola lei! Et puis, salut la diaspora chuchote. Et puis, donc, n'hésitez pas, vous nous posez vos questions sur le jeûne, puisque c'est le mois de Ramadan qui commence également, si vous avez des questions par rapport au jeûne plus particulier qui est le jeûne de Ramadan. Hello, Mr. Araki. Et puis, si jamais vous avez juste envie de profiter, d'écouter, de vous faire votre avis. L'important ici, on n'est pas dogmatique. C'est pas de dire il faut faire comme ça, c'est mal de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça. C'est plutôt une question d'entendre les points de vue. Et moi, de toute façon, je vais avoir tendance aussi à inviter des gens dont je trouve le propos intéressant. Pas forcément où je suis d'accord avec eux, mais en tout cas des gens dont je trouve le propos intéressant. Donc, je vais pouvoir maintenant inviter le docteur. Joindre. Ah, alors attendez, hein, moi j'ai de l'internet sri-lankais, donc il va falloir être patient. Bonjour, docteur Mahfouz. Slema, comment ça va? Ramzan Karim. Aïcha, merci à vous aussi, à tout le monde. Donc, merci d'avoir absolument accepté. Alors, dès que j'ai proposé le sujet, ça fait un moment qu'on se suit sur Instagram. Tout de suite, vous m'avez dit oui, il n'y a pas de souci. C'est avec un très grand plaisir que j'échangerai avec les gens sur ce sujet, sur le sujet du jeûne, sur le sujet du rapport à l'alimentation qu'en tant qu'être humain. Alors, une fois de plus, je dirais ça pour tout le monde, quand on va parler d'alimentation, on parle d'alimentation en tant qu'être humain normaux. Par normaux, je veux dire des gens qui ont un attachement émotionnel à leur alimentation. On n'est pas, en tout cas moi, je ne suis pas encore une yogi ou moine bouddhiste Shaolin qui comme ça peut se défaire de toutes ses attaches émotionnelles face à la nourriture. Non, moi aussi, j'ai des rapports très émotionnels à la nourriture. Donc, on va parler de gens normaux. Si jamais vous êtes un être supracognitif, un être qui est au-delà de tout ça, faites-nous signe, ça nous intéresse aussi. Donc, bonjour mademoiselle Pamela. Voilà, un être humain, voilà.
Voilà. Ma première question en tant que médecin généraliste. Donc, j'aimerais qu'on aborde deux sujets, deux grands thèmes ici. Le premier, c'est donc celui qui me tient beaucoup à cœur, celui de la pathologie chronique. Et D'accord. puis, ensuite, on va rentrer beaucoup plus dans le sujet du jeûne. Mhm. Salut Lulu. Et je vais arrêter de dire salut à tout le monde, hein. Tous ceux qui se connectent, je vous dis bonjour et ça me fait plaisir que vous soyez là. Donc, en tant que médecin généraliste, ma première question, c'est quand on a une pathologie chronique, on voit bien que dans les cas de décès dû au coronavirus, eh bien, on entend beaucoup dire que c'est des gens qui avaient une pathologie sous-jacente, une comorbidité, comme on dit, qui avaient donc soit du diabète, soit de l'hypertension. D'ailleurs, on entend beaucoup, surtout hypertension et diabète. En tant que médecin généraliste, quels sont vos conseils pour les personnes qui ont une pathologie chronique aujourd'hui à l'heure du coronavirus? Est-ce qu'on continue à venir consulter son médecin généraliste? Est-ce qu'on va quand même à la pharmacie chercher les médicaments dont on a besoin? Comment on se comporte quand on voit et qu'on entend que les personnes qui décèdent le plus sont les personnes qui ont des pathologies chroniques? Alors, par rapport au coronavirus, c'est vrai que le contexte actuel est un peu particulier par rapport à ce qui était avant. Et le conseil à donner, le conseil le plus radical, c'est ne jamais, jamais arrêter son traitement de maladies chroniques, que ce soit pour l'hypertension, diabète, mais également d'autres maladies, hein, par exemple des pathologies thyroïdiennes, des pathologies métaboliques telles que le cholestérol, les triglycérides élevés. Donc tout ça, il faut continuer à prendre ces médicaments d'une manière très régulière et avec évidemment, bien sûr, l'assistance de son médecin. Que ce soit actuellement, on fait beaucoup de télémédecine, donc même par téléphone, par réseaux sociaux, par contact, quoi, même virtuel. Mais sinon, actuellement, on commence avec ce qu'on appelle plus ou moins des confinements, à réouvrir certains cabinets médicaux avec toutes les conditions très particulières, avec évidemment les mesures barrières qui sont imposées par l'OMS. Et donc, le contact avec son médecin est impératif et il est obligatoire. Après, pour aller à la pharmacie, chacun se débrouille comme il peut, hein. On peut, avec une ordonnance ancienne, envoyer quelqu'un à la pharmacie récupérer ses médicaments. Actuellement, beaucoup de pharmacies, évidemment, font des livraisons à domicile. Vous savez, l'être humain s'adapte et s'organise en fonction des conditions actuelles. C'est ça la force de l'être humain. On a vu avec le Covid, depuis décembre jusqu'à maintenant, comment on s'est organisé, comment se sont créées des chaînes humaines, je vais dire ça, humaines et humanitaires. Vous voyez, donc on arrive quand même à assister des personnes âgées, même si elles sont loin de nous, mais à leur faire parvenir leurs médicaments, à les conseiller. Et puis, c'est vrai que parfois, il y a eu ce dilemme. Est-ce que prendre des médicaments fait baisser l'immunité? Alors, tout dépend des médicaments, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'on est face à un virus qu'on ne connaît pas et qu'on Mm. découvre chaque jour. Après, alors, il y a eu le dilemme des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Mm. Après, on voit maintenant actuellement qu'on est en train de prescrire des anti-inflammatoires sans aucun risque. Donc, on est face à un inconnu et on essaie de gérer, et il faut le dire malheureusement, au jour le jour. Donc, moi, j'ai repris mon activité au cabinet il y a une semaine et chaque jour, je découvre quelque chose. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on peut donner des conseils ou des recommandations radicales, strictes et carrées par rapport à ce qui se pratique, mais on essaie quand même de s'adapter jusqu'au jour où on découvrira réellement ce que c'est ce virus et peut-être, si tout va bien, un traitement, un vaccin, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a une maladie auto-immune, le traitement, c'est de la cortisone. Bon, ça, Dieu merci, maintenant, j'ai réussi à m'en défaire. Mais donc, quand on prend de la cortisone qui est censée abaisser l'immunité, on continue à prendre sa cortisone. On continue après avoir évidemment pris conseil de son médecin traitant, parce qu'on peut adapter la dose de la corticothérapie. On peut diminuer pendant cette période-là si le malade tolère une baisse de la cortisone. Mais après, si on peut garder la même dose d'une manière correcte, on la garde, il n'y a aucun problème. Après, il faut évidemment se protéger. Donc, toujours les mesures barrières, toujours bien se laver les mains, toujours porter un masque si jamais on est dehors.
Ce que cette épidémie nous a appris, c'est de se considérer toujours et considérer toujours l'autre comme Covid plus. Comme ça, on se protège. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais baisser la garde par rapport à la protection et aux mesures barrières qui ont été recommandées par l'OMS. Très bien, merci beaucoup pour voilà, cette première partie, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais que je trouvais qu'il était quand même important d'adresser en tant que médecin, en tant que personne qui a une pathologie chronique. Voilà. Et oui, Gaia Coffee House, se protéger et protéger les autres. Absolument, je crois que c'est vraiment le mot d'ordre ici, c'est se protéger, protéger les autres, parce que c'est ensemble et en jouant collectif, en fait, qu'on va y arriver. Eh bien, juste au moment où Amaka Nutrition nous rejoint, nous allons donc aborder à présent le thème principal de ce live qui est le jeûne en période de confinement. Donc, comme je le disais, le ramadan a commencé hier. Alors nous, on va parler de tout type de jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne hebdomadaire, le jeûne mensuel, le jeûne journalier, donc un jour sur deux, le jeûne par rapport au nombre de calories. Beaucoup de questions, à la fois beaucoup de recherches aussi sur le sujet. On sait que, par exemple, voilà, le jeûne, ça date de l'Antiquité, voilà, tout simplement. Déjà, Hippocrate, à l'époque, selon certains symptômes que pouvaient avoir des patients, préconisait de ne pas boire, de ne pas manger. Oui. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça dans la story que j'ai faite. Merci à tout le monde pour toutes vos questions. Elles sont toutes très intéressantes. J'ai décidé de recouper celles qui revenaient le plus souvent. Et donc, l'une des premières questions, c'est le jeûne en période de confinement. Est-ce que se priver de nourriture quand, comme je le disais au début de ce live, on a tous une relation émotionnelle à la nourriture. Est-ce que, se mettre à jeûner, est-ce que là, en ce moment, c'est le meilleur moment? Alors, il n'y a pas vraiment un meilleur moment pour jeûner. Jeûner pendant Ramadan est un des piliers de la religion musulmane. Donc, ce n'est pas vraiment un choix pour les personnes qui sont de confession musulmane et qui s'imposent ce jeûne-là comme étant un des piliers de leur religion. Après, est-ce que jeûner fait du bien? Est-ce que jeûner est intéressant pendant cette période de confinement? Jeûner, en fait, c'est pas vraiment une privation alimentaire, mais c'est réorganiser son alimentation. Et donc, en fait, on se fixe une heure précise, donc c'est l'heure du crépuscule, pour manger, et on mange jusqu'au lever du soleil. Donc, c'est vraiment plus réorganiser son alimentation que de se priver de l'alimentation. Après, est-ce que c'est adaptable par rapport au confinement? Il n'y a pas de raison que ce soit pas adaptable. C'est une question d'organisation plus que d'adaptation. Donc, l'être humain, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'adapte à toutes les conditions, même les plus extraterrestres, et ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et je pense que c'est plutôt, en fait, par rapport aux jeunes, c'est l'être humain. C'est comment je veux... vous avez certainement ce petit côté méditerranéen que vous comprenez parfaitement et que vous savez que pendant le jeûne, on a plus d'envie alimentaire, on a plus envie de ça, de sucré, de salé. Et donc, on casse un peu nos habitudes alimentaires par rapport à nos envies. D'accord? Donc, on privilégie plus les envies que les habitudes alimentaires correctes. Et ça, c'est compréhensible. Après tout, on se dit, Ramadan, c'est un mois. On peut faire des excès et après, on va tout corriger après avec le sport, avec les privations alimentaires et tout ça. Bon, c'est à peu près ce qui se passe en Tunisie, enfin, dans les pays du Maghreb en général et chez nos ressortissants qui sont en Europe. Donc, on privilégie plus tout ce qui est frit, tout ce qui est brie, qui sont frits, les sucreries dans la soirée, les petites choses que durant une année, durant les autres mois, on se dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est sucré, c'est trop salé, c'est frit. Donc, Ramadan, en fait, avec le confinement, c'est plus, moi je dirais c'est bien, c'est complémentaire, parce que ça nous permet quand même de passer la journée à penser à quoi cuisiner, Vous voyez, voilà. Et puis après, vous voyez, dans toutes les chaînes de télévision actuellement, les émissions qui fonctionnent le mieux, c'est les émissions culinaires.
Donc voilà, comment cuisiner à la maison. Et il y a même des émissions télé virtuelles, quoi. Le chef cuisine à la maison en collaboration avec des personnes qui sont chez eux, confinées. Et ça marche énormément. Et même des études ont montré que les émissions qui sont les plus regardées sur YouTube sont des émissions culinaires. Donc c'est bien. Je trouve que c'est assez intéressant quand même, le ramadan en période de confinement. Je pense que ça rapproche les gens, hein. On a eu peur que ce virus éloigne les gens, mais on a montré qu'il rapproche plus les gens. Et l'alimentation en elle-même, la nutrition, est un élément de rapprochement et d'amour entre les gens. Parce que quand on cuisine, on partage, et quand on partage, on aime. Donc voilà. Voilà, la cuisine, c'est l'amour. Très bien. Donc ça, c'est sur l'aspect plus lié, on va dire, au Ramadan, à la spiritualité. Maintenant, en tant que spécialiste, médecin spécialiste de nutrition, les recommandations déjà avant de se lancer dans un jeûne, quel qu'il soit, pour vous, les bases, c'est quoi? Par quoi on commence? Est-ce que déjà avant, on commence déjà à se préparer psychologiquement et physiologiquement? Voilà, est-ce qu'il y a une bonne façon en fait de jeûner? Déjà, jeûner Ramadan et je jeûner dans un but nutritionnel, genre le jeûne intermittent, etc., c'est très différent. Parce que se préparer pour Ramadan, c'est très spirituel. Et vous savez, les gens font les courses 2 semaines, 3 semaines avant, stockent un peu des aliments. Enfin, déjà, ils ont stocké pour le confinement et là, c'est un restockage pour Ramadan. Donc, c'est un peu particulier par rapport à Ramadan. La première recommandation la plus importante est l'hydratation. Il faut bien s'hydrater. On jeûne, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier de boire de l'eau ou des liquides non sucrés, des jus de fruits, des infusions, des tisanes entre le crépuscule et le lever du soleil, si jamais c'est par rapport au jeûne de Ramadan. Il faudrait évidemment essayer le maximum possible de manger équilibré. Donc, privilégier toujours évidemment les légumes, les fruits. Ne pas évidemment oublier l'apport protéique qui est intéressant, donc tout ce qui est viande, laitage, donc yaourt, fromage, lait, etc. Donc avoir une alimentation équilibrée et plus ou moins répartie dans le temps entre le crépuscule et le lever du soleil. Donc entre la rupture du jeûne et le début du jeûne. Donc essayer de ne pas avoir des repas qui sont très comment dire, très caloriques et très il Donc faudrait essayer pas trop d'un coup en fait, il faut répartir. exactement, il C'est-à-dire faudrait que répartir. on a toute une longue période de temps et donc il faut profiter et étaler la prise de nourriture sur l'ensemble de cette période de temps. C'est pas on se pose, on se gave et après on va se coucher. Voilà, moi ce que je conseille par rapport au Ramadan, ici par exemple en Tunisie, je leur recommande de toujours se baser sur ce qu'on appelle le repas principal, le plat principal. Donc, vous savez, en Tunisie, il y a, comme dans tous les pays du Maghreb et dans les pays arabes, généralement, on commence toujours par la soupe. La soupe, je pense que c'est un très bon aliment, très bon plat, puisqu'il privilégie tout ce qui est légumes, etc. Donc, pour moi, la soupe ne pose pas de problème. Après, tout dépend du plat principal, parce que généralement, dans les pays du Maghreb, avant le plat principal, il y a toujours des petites quiches au four, des tartes salées, les briques qui sont frites, les salades, etc. Avant de passer au plat principal. Alors moi, je leur ai dit, voyez ce qu'il y a comme plat principal. Si c'est vraiment un plat qui vous intéresse énormément. Donc par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des lasagnes, un bon couscous, des choses comme ça. C'est pas la peine de passer par tout ce qui est petit plat avant le plat principal. Donc, c'est pas la peine. On passe de la soupe directement au plat principal. Si le plat principal est un plat qui ne vous intéresse pas, c'est plus quelque chose qui a été recommandé par quelqu'un d'autre de la famille. Alors là, il faudrait axer sur tout ce qui est salade, tarte au four, des choses comme ça. Et le plat principal deviendra en lui-même secondaire. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment répartir un peu son alimentation sur la soirée et ne pas vraiment axer sur l'alimentation en un temps. Parce que vous savez, généralement, on mange en une demi-heure, c'est la moyenne d'un repas normal. Et manger tout ça en une demi-heure, c'est déjà pour la digestion, pour l'estomac,
c'est pas possible et on ne peut pas absorber. Et donc, si le système digestif n'absorbe pas, le système digestif stocke. Et quand on stocke, c'est une augmentation de poids et des perturbations métaboliques. Donc, augmentation cholestérol, triglycérides, perturbation de la glycémie. Donc, ça va être quand même assez pas très intéressant. Donc, comme vous avez suggéré tout à l'heure, c'est bien de répartir l'alimentation sur toute la soirée, si c'est possible. Sinon, avoir un repas bien équilibré à la rupture du jeûne. Ça, c'est par rapport à Ramadan. Par rapport à ce qui se passe au niveau du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, en fin de compte, c'est une habitude alimentaire très intéressante pour essayer de trouver un équilibre métabolique par rapport au corps. Alors, le jeûne intermittent, on va dire en général, c'est 3 grandes écoles. La première école, c'est comme pour Ramadan, c'est avoir un repas par jour. Donc, c'est ce qu'on appelle one meal a day, donc un repas par jour. Donc, durant toute la journée, c'est un peu différent par rapport à Ramadan, on peut boire des liquides non sucrés, donc on peut boire de l'eau, des tisanes, des infusions, et avoir un repas équilibré, voilà, c'est ça, et avoir un repas par jour qui soit équilibré et qui nous apporte en moyenne entre 600 et 800 calories par jour. D'accord? Le jeûne intermittent peut se pratiquer un jour sur 2, peut se pratiquer 3 jours par semaine. Et je connais beaucoup de personnes qui le font même tout au long d'un mois, pendant un mois, et après ils reprennent un équilibre normal. Après, le jeûne intermittent peut se faire comme étant une restriction alimentaire. C'est-à-dire jeûner toute une journée entière en buvant de l'eau et sans avoir un apport calorique. Et après, évidemment, avoir 2-3 jours de repas normaux. Alors ça, sur le plan médical et métabolique, c'est assez risqué parce qu'on risque quand même de bloquer certaines fonctions au niveau du corps, telles que le foie, les reins, etc., bien qu'on s'hydrate, mais quand même l'apport calorique reste intéressant. Ce jeûne-là est intéressant pour les personnes qui sont évidemment en obésité morbide et veulent perdre du poids. Ça c'est un jeûne qui sera indiqué. Après, ce jeûne-là est également intéressant si jamais on donne des apports caloriques uniquement à base de protéines. Comme ça, on leur permet d'avoir un apport protéique intéressant pour tout ce qui est masse musculaire, etc. Et en même temps, comme le corps ne reçoit pas de glucides et de lipides, il va puiser dans ses réserves et il va évidemment perdre de poids. Donc, c'est dans cette éthique-là qu'on donne un peu ce jeûne, mais qui doit être évidemment, bien sûr, médicalement surveillé, bien suivi. Voilà. D'accord? Après, bon, il y a des jeûnes qui sont plus ou moins, comme on dit, rythmés par des pratiques, je vais dire, un peu plus, entre guillemets, religieuses. Généralement, il y a des gens, vous savez, dans les pays musulmans, il y a cette spiritualité de jeûner les lundis et les jeudis. Donc, c'est un peu la tradition du prophète Mahomet. Et donc, du coup, les gens le font énormément, en dehors évidemment du mois de Ramadan, et les gens jeûnent très généralement les jeudis et les lundis de chaque semaine. C'est intéressant également parce que ça permet de purifier le corps. Après, il faudrait évidemment avoir une alimentation correcte les autres jours, parce que jeûner 2-3 jours par semaine et après avoir des excès alimentaires, cela ne rime à rien. Mais ce qu'il faudrait toujours comprendre, c'est que le jeûne est très intéressant pour le corps humain, parce que ça permet à beaucoup d'organes de retrouver leur équilibre, tout en sachant qu'il ne faudrait jamais négliger les consignes telles qu'une hydratation correcte, une alimentation qui reste quand même normocalorique, pas très hypocalorique pour ne pas perdre de poids, ça ne sert à rien. Pas évidemment hypercalorique pour ne pas prendre du poids. Voilà. Et donc, manger sainement, mais bien manger. Parce que la règle en or que j'instaure toujours avec mes patients, c'est manger, c'est du plaisir. Et comme on a dit tout à l'heure, manger, c'est de l'amour. Alors, si s'asseoir à table pour faire c'est quoi cette chose, je ne veux pas manger ça, c'est quoi cette salade, ça ne sert à rien. Il vaut mieux ne pas manger que faire des grimaces face à son assiette. Donc, manger, ça reste du plaisir. Et donc, déjà, cuisiner, se faire plaisir, et manger, se faire plaisir. Alors voilà, ça c'est aussi quelque chose que je voulais aborder, c'est-à-dire que quand on essaye parce que je pense en tout cas,
Dans mon cas, d'un point de vue du jeûne, c'est quelque chose de santé. Donc, du coup, j'ai dû commencer à me faire à manger afin d'avoir l'alimentation qui me convient le mieux, sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné, sans sel raffiné, mais délicieuse, attention. Notamment à cause de la cortisane. Hein. Au tout début de ma pathologie, je prenais énormément de cortisane et les deux premières choses que mon médecin m'a demandé d'arrêter, c'était le sel et le sucre, accompagné d'un diététicien bien sûr. Mais voilà, donc c'est comme ça que je me suis mise à cuisiner. Quand on veut commencer à se faire à manger, quand on veut commencer à faire du jeûne par rapport à sa santé, la première chose que j'ai faite, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, en fait, c'est de faire le ménage dans mes placards. C'est-à-dire que comme j'avais décidé que j'allais commencer à me faire à manger, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment de me débarrasser dans mes placards de tout ce qui n'allait pas et petit à petit, hein, parce que bon, c'est quand même de l'argent, surtout quand on a une alimentation comme la mienne qui était absolument erratique. Mais petit à petit, commencer à acheter des épices, commencer à acheter du sel non raffiné qu'on utilise voilà comme ça de temps en temps, commencer à aussi réfléchir à des modes de cuisson différents. Donc, est-ce que vous conseillez, et notamment, il y a beaucoup de gens qui disent mais oui, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas manger dans cette période où on est séquestré trop de choses sucrées? Moi, ma réponse, c'est de faire le ménage dans ses placards. Est-ce que vous trouvez que c'est trop de pression qu'on se met à soi ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait intéressant de faire le ménage dans ses placards? Faire le ménage dans ses placards, c'est une très bonne chose. Actuellement, en période de confinement, on ne peut pas imposer ça aux gens parce que ça sera vraiment de… Ils vont se dire on est en train de gaspiller des choses, alors qu'on est en train de conserver des choses pour une période qu'on ne connaît pas. Vous voyez, donc certains disent le 4 mai, d'autres disent le 11 mai, d'autres… Donc on est dans une période un peu dans l'inconnu. C'est bien de faire le ménage dans ces placards en période normale, c'est-à-dire éliminer tout ce qu'on ne mange pas ou tout ce qui est négatif pour notre corps. Donc, par rapport à vous, par exemple, tout ce qui est sel, sucreries inutiles, etc. Pour une personne qui a une alimentation correcte, surtout éviter tout ce qui est conserve et essayer de manger tout ce qui est frais. Et puis, en période normale également, savoir lire ce qu'on appelle les étiquettes sur les aliments. C'est vrai que parfois, c'est écrit tout petit, mais c'est bien de pouvoir lire une étiquette et de s'informer par rapport à tout ce qui est conservateur et tout ce qui est produit un peu bizarroïde écrit sur les sachets, sur les petites boîtes qu'on achète. Donc, on a des E120 machin, des E125. C'est bien de savoir ce que c'est parce que parfois, ça peut être juste des acidifiants ou des conservateurs à base de sel et de sucre juste pour donner un goût particulier à l'alimentation. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez parfaitement, ici en Tunisie, on cuisine énormément avec de la tomate en conserve, comme en Italie, comme dans tous les pays méditerranéens. Ceux qui vendent ça ne le cachent pas. Sur une boîte de tomates en conserve, on peut lire, ça contient uniquement 28% de tomates. Donc, tout le reste, c'est quoi? 72%, c'est quoi? C'est des conserves, c'est des colorants alimentaires. Et puis, je suis désolé de dire ça, mais c'est de la pourriture ce qu'il y a dedans. Et donc, autant cuisiner avec des tomates fraîches, surtout actuellement, la saison, c'est un peu le printemps, l'été, donc les tomates fraîches sont disponibles. Et puis après, au moment de l'hiver, c'est savoir conserver sa tomate fraîche. On peut en faire des purées et les conserver au congélateur. C'est vrai qu'un aliment congelé n'apporte pas les vitamines d'un aliment frais, mais c'est au moins, c'est beaucoup moins nocif qu'une tomate en conserve. Là, je donne l'exemple de la tomate en conserve, mais c'est valable pour tout ce qui est aliment en conserve, tout ce qui est surgelé. C'est vrai que si on n'en a pas le choix, on les prend, mais l'idéal serait de consommer toujours les aliments frais de saison, les fruits de saison, les légumes de saison, etc. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, nettoyer ses placards, c'est super bien. Actuellement, c'est vrai qu'en période de confinement, comme vous voyez, les gens se font livrer ou les gens vont vraiment dans des commerces où tout est réglementé, etc. Ce n'est pas évident de trouver tout ce qui est très frais. Mais en période normale, oui, nettoyer ses placards, oui. Et garder ce qu'on mange, et ce qu'on aime manger et ce qu'on sait qui est bien pour notre corps et pour notre bien-être. Donc après, vous pouvez garder par exemple des légumes et des fruits. D'autres personnes privilégient les produits lactés, viande et yaourt, fromage.
D'autres personnes qui n'ont pas d'intolérance privilégient par exemple tout ce qui est poisson, etc. Donc, tout dépend des goûts alimentaires et tout dépend des plaisirs qu'on veut se faire tout en gardant une alimentation correcte, saine et bonne surtout. Très bien. Une des questions qui revient beaucoup par rapport aux jeunes. Donc déjà, j'aimerais qu'on prenne une question qui a été posée ici en direct par Amakatu Nutrition, qui aimerait avoir votre avis sur le jeûne sec. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le jeûne sec. Si Amakatu Nutrition voulait bien me donner plus d'infos. Est-ce que c'est un jeûne où on ne boit pas? Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le jeûne sec? Alors, le jeûne sec, il a été interprété comme, en fait, c'est ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Contrairement, c'est ces deux nominations qui sont très différentes. Alors, le jeûne sec est un jeûne où il n'y a pas d'apport alimentaire du tout. Donc, pas d'apport calorique du tout. D'accord? Donc, c'est un jeûne sec par rapport aux calories, pas par rapport aux liquides. D'accord? D'accord. Voilà, cette interprétation est un peu litigieuse. En fait, c'est ce qu'on appelle en anglais Alternate Day Fasting, ADF. On boit des liquides qui ne sont pas du tout caloriques, donc de l'eau, des tisanes et des infusions, pas du tout sucrées, pas du tout caloriques, mais on ne mange rien du tout, donc apport calorique zéro. D'accord? Après, c'est un jeûne qui reste très critique sur le plan métabolique, etc. Moi, je le déconseille vivement parce qu'il peut entraîner même ce qu'on appelle une cétose, donc c'est-à-dire un petit problème au niveau du foie et au long terme, un dysfonctionnement au niveau hépatique. Donc, de préférence, l'éviter le maximum. C'est toujours bien d'alterner liquide et au moins un apport calorique qui ne soit pas négatif pour le corps, je veux dire. Donc, on peut s'hydrater convenablement durant toute la journée et pendant un moment, manger un repas qui soit équilibré en fonction de nos besoins et en fonction de nos envies alimentaires. Je ne peux pas imposer à quelqu'un de végétarien de manger de la viande, comme je ne peux pas imposer à quelqu'un de flexitarien qui aime la viande de manger uniquement des légumes. Donc, ça dépend des Se faire plaisir, quoi. C'est important, donc c'est ça ce qui est important au niveau d'une consultation de nutrition, c'est très important ce qu'on appelle l'enquête alimentaire. C'est-à-dire quand vous passez l'enquête alimentaire. Voilà. Quand vous passez du temps avec votre patient juste pour savoir ses envies et ses apports alimentaires et ce qu'il mange quotidiennement, là, vous pouvez lui proposer, on va dire, une diète alimentaire correcte, mais avec les envies qu'il a au quotidien, vous voyez. Et donc, parfois, les gens sont étonnés. Comment, par exemple, le mois de Ramadan, je leur permets de manger des briques ou je leur permets de manger des lasagnes le soir ou des pâtes. Mais on s'adapte. On essaie de s'adapter en fonction des envies alimentaires. Moi, j'ai des patientes qui ne mangent pas du tout de pâtes. Là, ça m'arrange, honnêtement. Leur donner uniquement des légumes le soir, ça m'arrange. Par contre, celles ou ceux qui veulent manger des pâtes, du couscous le soir, on peut, mais avec des quantités assez raisonnables et avec un autre apport alimentaire qui soit moins calorique pour pouvoir axer uniquement sur ce plat-là. Donc, tout dépend de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fameuse enquête alimentaire. Alors, sur le couscous, si je puis me permettre, moi, vu que je ne mange plus de gluten, le couscous au quinoa, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Arrêter le gluten, j'ai pleuré. Je me suis dit, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est qu'est-ce que c'est? Mais couscous quinoa, ça a changé ma vie et vraiment, c'est même en tant que digestion, c'est merveilleux. Super. Une des questions qui est revenue beaucoup à Aïchek, c'est est-ce que quand on fait le jeûne de Ramadan, est-ce qu'on va avoir quand même les bénéfices santé du jeûne intermittent ou du jeûne des divers jeûnes dont vous nous avez parlé au début? Donc, est-ce que même pendant le jeûne de Ramadan, qui est donc une fois dans l'année, qui est particulier, où vous disiez que les gens font quand même des abus, est-ce que quand même
on peut avoir certains des bénéfices. Donc les bénéfices, en gros, ceux qui sont les plus connus, bien sûr, c'est par rapport à la glycémie, par rapport, tout à l'heure, vous parliez des triglycérides, par rapport à la gestion du cholestérol. Donc voilà, est-ce qu'on peut quand même aussi avoir les bénéfices en faisant du jeûne même, disons, intermittent, celui que je pratique, quand on fait le jeûne de Ramadan ou pas du tout? C'est une question qui est beaucoup revenue. Oui et non. Tout dépend qu'est-ce qu'on mange à la rupture du jeûne et qu'est-ce qu'on mange dans la soirée. Donc, les habitudes alimentaires, évidemment, varient de pays en pays, varient de culture en culture et varient même de personne en personne. Même dans une même famille, vous avez des habitudes alimentaires qui sont différentes. Le jeûne de Ramadan a beaucoup de bénéfices sur le plan, comme vous avez dit, métabolique, donc sur tout ce qui est glycémie, cholestérol et triglycérides. Le jeûne de Ramadan a beaucoup de bénéfices, évidemment, sur le plan santé. Donc, pour les personnes qui sont hypertendues, ça leur permet même parfois d'équilibrer leur tension. Sur le plan même diabète, ça permet d'équilibrer son diabète. Et là, pendant Ramadan, on arrive même à réajuster le traitement, à baisser certains médicaments, à enlever certains médicaments, oui. Donc, oui, mais jeûner Ramadan et après manger 5000 calories à la rupture du jeûne, non. Donc là, évidemment, vous voyez, donc tout dépend de nos apports alimentaires. Est-ce qu'ils restent équilibrés ou pas? Ça dépend de notre culture à table, quoi. Qu'est-ce qu'on cuisine, avec quoi on cuisine et qu'est-ce qu'on cuisine. Donc, l'idéal serait évidemment de garder l'apport de calories qui est plus ou moins conseillé par jour entre 1000 et 1200 calories et de les répartir dans la soirée. Faire une activité physique, essayer quand même, si on a un petit jardin. Voilà. Actuellement, c'est vrai qu'on est en période de confinement, mais si jamais on a un petit jardin, on peut faire de l'activité physique à la maison. En nutrition, la règle, c'est rien n'est impossible. Donc, on n'a pas de jardin, on n'a pas de balcon, on fait de l'exercice à la maison. Sur son lit, on peut faire même 30 minutes d'exercice. Ça va être mal interprété, mais on peut faire, des exercices, genre, je ne sais pas, des mouvements genre en ciseaux, en bicyclette, faire des pompes à la maison, faire de la danse. La danse est un sport excellent. On met la musique et on danse. Voilà. Déjà pour le stress, voilà. Et donc, ça aide à éliminer. Voilà, à éliminer le stress. Et en même temps, ça permet d'avoir une activité physique correcte et qui permet d'équilibrer un peu parfois un excès alimentaire plus ou moins toléré pendant le mois de Ramadan, quoi. D'accord, d'accord. Mais en fait, c'était ma prochaine question. Voilà, l'activité sportive pendant qu'on jeûne, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est recommandé? Quel type de... Mais voilà, c'est parfaitement répondu. L'activité physique en temps normal aurait été évidemment de faire 1 heure et demie de marche ou de sport avant la rupture du jeûne. Ça aurait été bien parce que le corps est en période de finalisation de brûler les calories. Et donc, c'est bien de le booster pendant cette période-là. Genre, si la rupture du jeûne est comme ici en Tunisie à 19h, c'est bien de faire du sport entre 17h et 18h30. Donc là, on donne vraiment le dernier coup au corps. Il brûle l'excédent de calories et de graisse qu'il a. Et juste après, on s'hydrate bien à la rupture du jeûne et on mange correctement. Après, comme on est en période de confinement, ce n'est pas évident de sortir. C'est bien également de faire du sport pendant cette période-là. C'est vrai que pour les femmes, ce n'est pas évident. Elles sont en cuisine pendant cette période-là. C'est vraiment le dernier coup de feu, etc. Mais après, si on peut se permettre de faire même une petite activité le matin, une petite marche. Actuellement, les gens sortent beaucoup pour faire des commerces. On peut profiter pour faire une marche autour dans le quartier ou des choses comme ça. Bien sûr, en portant le masque, avec toutes les mesures barrières possibles. Et voilà. Et donc, mais le sport, mais être confiné, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire du sport et ce n'est pas une excuse pour ne pas bien manger. Donc, c'est vrai qu'il y a confinement, mais il faudrait savoir rester en bonne santé et surtout bien manger, correctement manger et prendre soin de soi. Super. Alors, il nous reste 7 minutes. Alors, on va prendre encore une question ici qui est, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les effets de la danse sur le corps humain? Oui.
Tout dépend de Non, la mais je danse. suppose que voilà, ça permet de faire Déjà monter des d'évacuer le stress. endorphines. Voilà, parce que Ouais. quand on dit danse, on dit musique. Et donc, musique, certainement, on va mettre la musique qu'on aime. Et ben, si c'est de la danse orientale, c'est très intéressant pour ce qui est abdominaux. Et donc, pour tout ce qui Hmm. est la musculation des abdominaux. C'est intéressant également pour les dorsaux, parce que vous savez que pour la danse du ventre, on fait bouger un peu la partie du bassin, du coccyx. Donc, c'est intéressant pour tout ce qui est muscles dorsaux et abdominaux. Après, les autres danses, bon, je ne m'y connais pas beaucoup en danse, mais par exemple, l'aérobic, ça pourrait même faire muscler tout ce qui est pectoraux et biceps, triceps. Voilà. Après, pour ceux qui font le breakdance et tout ça, je pense que c'est du. On n'en fait plus, mais bon, voilà. Mais la danse, c'est surtout effet partage, parce que si on danse, on ne va pas danser seul, ou on peut danser devant son miroir, donc on partage quand même. Mais c'est aussi la musique, baisse de stress, puis voilà, et puis on bouge, quoi. Voilà, c'est intéressant. Ah, très très bien, très très bien. Donc du coup, j'étais en train de me dire là, le rythme que je me suis, donc il faut vraiment s'écouter, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, le rythme que j'ai adopté de me lever, bon, tôt avec le soleil, de faire ensuite comment dirais-je, de faire ma méditation, de faire ensuite mon yoga, et seulement après avoir encore pris une petite douche, de là rompre mon jeûne, hein, je dirais, puisque moi, je mange, on va dire, de 9 heures du matin jusqu'à 16 heures l'après-midi, et puis tout le reste, je ne suis qu'au liquide non sucré. Donc finalement, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Si je viens vous C'est voir tout. et que je vous dis voilà ce que je fais, vous validez. Je valide, mais je ne dirais pas c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que vous voulez faire. Et C'est ça ce va que je avec veux votre. faire. Voilà. Ça va avec votre corps, ça va avec votre équilibre, etc. Après, on ne peut pas imposer ça aux autres. Vous voyez? Bien sûr. Donc, voilà, c'est super bien ce que vous faites. C'est un équilibre alimentaire parfait parce que vous avez un apport hydrique qui est parfait, un apport calorique, j'imagine, qui est très équilibré. Et puis, vous faites de la méditation, vous êtes dans la nature, etc. Donc, c'est excellent. Après, il faudrait, comme je vous ai dit tout à l'heure, adapter tout ça à la culture alimentaire de l'environnement, à l'éducation nutritionnelle. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours aux parents qui viennent me voir, par exemple avec un enfant obèse, que l'éducation alimentaire, elle commence à l'enfance. Donc, si on Mm. apprend à l'enfant de ne pas manger trop de, excusez-moi le terme, de cochonneries, de sucreries, de salé, etc., c'est vrai que ça se cultive avec nous. Et puis, à l'âge adulte ou à l'âge mûr, on connaît mieux la valeur alimentaire et les apports alimentaires. Après, si on habitue un enfant à manger des sucreries et des chips et tout ça à longueur de journée, c'est vrai que après, c'est difficile un peu d'équilibrer et d'orienter son alimentation. Donc, ce que vous faites, c'est Ouais. parfait pour vous. C'est excellent. C'est ça. Donc, si jamais je résume un petit peu, encore une dernière question d'Amaka Nutrition, mais Amaka Nutrition, on va devoir se parler là à la fin de ce live. Merci pour toutes ces excellentes questions. Amaka Nutrition demande, est-il mauvais de manger tard? Alors, je ne sais pas ce qui est tard, mais voilà. Est-ce qu'il y a une heure maximale, disons, après laquelle il vaut mieux éviter de manger parce que métaboliquement, le corps humain n'est pas fait pour ça? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la nutrition un peu vieille école. Actuellement, D'accord. il ne faudrait jamais, jamais, jamais impliquer le terme temps ou la notion temps temporel dans la nutrition parce que c'est un facteur stress. Quand on dit à Ok. la personne manger avant 19 heures, à 19 heures, elle est encore en voiture, elle n'est pas encore rentrée, tac, tac, elle va faire un petit truc vous voyez? Donc, il faudrait enlever le facteur temps dans la nutrition. Alors, ce qui gêne, c'est manger et dormir immédiatement. C'est Hmm. pour ça qu'habituellement, on disait aux personnes ne mangez pas tard. Parce que si on mange tard, automatiquement, on va dormir juste après. Donc, il faudrait au moins garder 40 minutes entre le repas et la sieste ou le sommeil du soir. Donc, on peut manger à minuit, il n'y a aucun problème. L'important est de ne pas dormir immédiatement après. Parce que quand on dort après, il y a un problème au niveau métabolique et hormonal qui fait que le corps humain ne va pas digérer. Et quand le corps ne digère pas, il stocke. Et quand on stocke, il y a une augmentation de poids.
Et donc, l'important, c'est toujours de garder cette tranche de 30 à 40 minutes entre le repas et le sommeil, que ce soit celui de l'après-midi ou celui du soir. Donc, c'est bien, il n'y a aucun horaire précis pour manger. D'ailleurs, même pour les jeunes intermittents, il y a des gens comme par rapport à vous, vous êtes fixé une heure entre 9 heures et 16 heures. Il y a des gens qui se la fixent entre 20 heures et 2 heures du matin. Il n'y a pas de problème. L'important est de rythmer son sommeil, ses activités par rapport à l'heure du repas. C'est tout. Tout à fait, tout à fait. Moi, je l'ai pris par rapport à mes activités sportives de Oui, yoga, en fait, où après, j'en fais 2 fois par jour, ou après le yoga de l'après-midi, tout simplement, je mange un petit fruit, et puis après, je reste avec des liquides, quoi. enfin, Très bien. moi, je vois des personnes qui travaillent, par exemple, dans la journée, qui finissent à des heures impossibles, qui finissent, par exemple, à minuit, qui rentrent chez eux, ils sont obligés de manger à minuit, et donc le rythme alimentaire est complètement inversé, vous voyez, donc ils vivent le soir, ils dorment dans la journée, et donc on ne peut pas leur imposer un horaire précis par rapport à leur alimentation. Donc voilà. Très bien, très bien. Merci, docteur, pour toutes ces informations. Avec Merci à toutes plaisir. les personnes qui se sont connectées, qui ont participé, qui ont posé des questions, qui ont mis des commentaires, qui ont fait des coucous. C'était vraiment très, très sympa de vous avoir pour ce premier live avec le docteur Mahfouz, qui est spécialiste de nutrition, de sport, médecin généraliste sur Tunis. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez mis, vous, en place comme aménagement pour recevoir vos patients? Vous avez dit que vous avez rouvert depuis une semaine, c'est ça? On a réouvert depuis une semaine. Dans la salle d'attente, on n'accepte que 3 patients en même temps. Les autres patients communiquent par téléphone et on leur dit l'heure exacte à laquelle ils pourraient passer. Évidemment, il y a la fameuse distanciation sociale entre les chaises dans la salle d'attente et avec le bureau de mon assistante. Au niveau de mon bureau à moi, les patients ne peuvent pas rentrer sans masque. Donc, le port de masque est obligatoire. Moi, évidemment, je me protège avec un masque, une visière et une surblouse. Lavage des mains et port de gants obligatoire. L'examen physique et l'examen clinique est un peu restreint. Certaines explorations qui étaient auparavant possibles actuellement ne le sont pas puisqu'il faut stériliser certains appareils, etc. Donc, et puis le motif de consultation actuellement est plus en rapport avec la psychose actuelle par rapport au Covid que vraiment une pathologie actuelle, vous voyez. Donc les gens sont rassurés de venir, de se faire examiner, de se faire prendre la tension, la glycémie, d'avoir 2, 3 petits conseils de leur médecin traitant. Et puis ils sont plus rassurés par rapport à cette période où vraiment personne ne peut nous donner un renseignement réel et valide par rapport à ce virus-là. Donc c'est plus des consultations de proximité. Ils sentent vraiment voilà, qu'ils ont repris contact avec leur médecin et ils sont plus rassurés. Et puis, on est là pour ça. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce que vous avez dit sur on leur donne l'heure précise de leur consultation. Ça veut dire que le Covid a réussi à faire en sorte que les docteurs soient à l'heure pour les consultations. C'est magnifique. Surtout les patients sont à l'heure. Surtout les patients, on est toujours à l'heure. C'est vous qui êtes tout le temps en retard. Ça va, oui. Docteur Mahfouz, merci beaucoup. Une fois de plus, merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci pour toutes ces informations. Merci pour votre temps, pour votre bonne humeur, pour votre énergie. Et j'aimerais conclure avec une phrase que vous avez dite tout à l'heure que je trouve absolument extraordinaire. C'est dans la nutrition, rien n'est impossible. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, faites-vous plaisir. Bonne rupture de jeûne à toutes les personnes qui font le ramadan. Enfin, peut-être chez moi. Moi, il est 18h, ça y est maintenant. Mais chez vous, il doit être encore seulement 14h ou quelque chose comme ça. 13h, voilà, 13h15. Voilà, super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.